Bonjour groupe, comment allez-vous? Jean-François Sénéchal, votre prof. Écoutez, deuxième podcast cette semaine. Je sais que c'est beaucoup en même temps. C'est un épisode que vous n'êtes pas obligé de l'écouter tout de suite. Vous pouvez appuyer sur pause et l'écouter un peu plus tard. L'important, là, c'est que dès que vous vous questionnez sur c'est quoi les évaluations du cours éthique et professionnalisme, vous pourrez cliquer sur cet épisode-là puis avoir un petit peu plus de détails. Donc, dans cet épisode, je vais vous expliquer vos évaluations du cours. Donc, je sais que c'est une partie du cours qui vous intéresse, là. C'est là qu'il y a des points, vous allez me dire. Ben oui, puis vous allez voir que j'ai plusieurs évaluations. Il n'y a pas juste un gros examen, en fait. Il y a un gros examen, mais c'est pas la seule chose dans ce cours. Il y a plusieurs exercices et évaluations formatives. Puis j'ai envie de vous donner mes principales instructions pour être sûr de bien vous guider avec tout ça là, pendant la session. La première évaluation dont j'aimerais vous parler, ce sont les forums de discussion. Donc, vous l'avez vu, il y a des forums de discussion dans ce cours. Ça vaut 5 points. Je sais que c'est pas beaucoup de points, mais en même temps, c'est ça aussi, là, c'est un exercice formatif. Le but, c'est de vous stimuler à faire ces exercices formatifs pour vous former, mais en même temps sans trop appuyer là, sur le nombre de points, là, étant donné que ça reste une évaluation qui se fait à distance. Donc, on n'a pas beaucoup de contrôle sur qui fait quoi, puis quelle sorte d'outils vous utilisez pour faire ces exercices-là. Les forums, à quoi ça sert? Je dirais que ça sert à vous poser des questions qui ressemblent à des questions d'examen. Là, c'est des questions qui pourraient être dans un examen, mais c'est des questions à développement moyen, je dirais. Là. Donc, quand vous répondez à un forum, il faut que ça soit quand même assez synthétique. Là. Je ne veux pas des pavés de 3 pages. Là. Je vous pose une question, puis comme dans un examen, vous devez y répondre assez succinctement, assez précisément, en donnant l'essentiel. Le but, c'est de vous pratiquer parce que je le disais, dans mon cours, à chaque module, il y a des objectifs de module. Puis moi, dans un examen ou dans une évaluation, ce que j'essaie de voir, c'est est-ce que vous avez atteint, oui ou non, les objectifs du module. Puis un forum de discussion, les questions que je pose, c'est justement pour voir est-ce que tu as atteint les objectifs du module. Puis ce qui est le fun dans un forum de discussion, c'est que vous allez voir aussi les réponses de vos collègues. Hein? C'est quelque chose c'est un privilège auquel on n'a pas droit dans un examen en classe là, sous surveillance, regarder la copie du collègue. Bien là, les forums, c'est un peu ça. Là. Je vous pose des questions. Les questions ciblent des objectifs du module. Vous tentez d'y répondre. Vous pouvez même regarder ce que les autres ont répondu pour vous inspirer. Puis à ce moment-là, si vous vous inspirez des réponses de vos collègues, bien, comme dans n'importe quelle forme d'inspiration académique, on les cite, on y fait référence, puis on mentionne où on a pris nos inspirations. Mais le but, c'est de vous exercer à faire la meilleure réponse possible, la vôtre d'abord. Mais là, ça pourrait être une réponse cumulée. Hein? Idéalement, le forum de discussion, là, mon idéal que j'ai en tête, je me dis, plus on avance, je pose une question, mais la contribution, imaginez la 100e contribution, comment cette personne-là, elle a accès à une richesse. Toutes les réponses des collègues sont là, elle peut s'en inspirer, aller chercher le meilleur, puis le mettre en évidence, puis à la fin, vous auriez la meilleure réponse possible à une question potentielle d'examen. Hein, on s'entend? Voilà à quoi ça pourrait servir, ces forums. Vous vous exercez personnellement et collectivement à répondre à une question qui, elle, cible un objectif de module. Et là, je vous dis ça, puis je suis conscient que l'outil qu'est le forum, c'est pas le meilleur outil là, de l'ENA. J'arrête pas de le dire au service des technologies de l'information ici à l'Université Laval. C'est-à-dire que je trouve que l'outil, n'importe quel forum, si vous allez sur Reddit, là, qui est peut-être le plus grand site de forum, où moi je me sers
de Discord. D'ailleurs, il faudra peut-être que je fasse transiger là, si les services des TI le font pas assez vite. Là, je pense que je vais transiger un jour vers Discord. Là, parce que sur ce genre de forum-là, les meilleures réponses sont en haut, puis il y a toujours une façon de promouvoir une réponse avec des thumbs up puis des plus 1, puis pour que je me mette à la place de l'étudiant 125 qui arrive sur le forum, là. Pour lui, c'est juste un gros pavé de texte en ordre chronologique. C'est tout sauf un forum. Donc, j'aimerais ça que ça soit mieux organisé là, en fonction de la pertinence. Mais voilà, c'est l'outil qu'on a. Je m'en excuse à l'avance s'il a ce genre d'imperfection, mais en même temps, je pense qu'on peut s'en servir. Puis ça va dépendre de vous là, pour en faire quelque chose qui est utile pour vous. Là. Je pense que c'est ça que vous devez garder en tête quand vous participez au forum. Si je suis le 125e, je peux répondre à la question posée par le prof, puis c'est bien, je m'exerce, je suis seul, puis moi je vais vous lire, mais personne d'autre va vous lire. Je pense que si vous faites toutefois l'effort de regarder ce que les autres ont écrit sur les forums, de résumer, de synthétiser, de mettre un résumé avec des points de forme, un tableau, une illustration, quelque chose pour rendre le tout plus simple pour vos collègues. À ce moment-là, votre contribution, elle sera plus utile, pertinente et efficace. Et moi, je vais tenter de valoriser aussi ce genre de contribution-là. Je vous rappelle, sur les forums, vous devez intervenir un minimum de 5 fois. Moi, je vais lire tout. Je lis tout. Je corrige tout. Puis, mais je vais garder vos 5 meilleures, je dirais, contributions au forum. Je vais essayer aussi de publier une note provisoire, là, peut-être autour de la mi-session, là, à mi-parcours. Je vais publier une note pour vous aider à savoir où vous en êtes là, dans votre progression à propos de cette évaluation particulière. Puis, c'est quoi une bonne contribution au forum? Je le disais, le nombre de vos interventions, le rythme de vos interventions, la constance, la qualité de vos interventions. Si c'est juste j'écris, puis c'est n'importe quoi, c'est juste mon opinion, puis je m'appuie sur pas grand-chose, sinon ce que je pense, puis mon instinct, c'est ça. C'est pas la meilleure des contributions. Par contre, si vous vous appuyez sur des textes, des études, des lois, quelque chose qui donne un peu de rigueur à votre propos, à ce moment-là, vous aurez une meilleure note là, pour vos différentes participations au forum. Donc, proposez-moi de belles réponses aux questions posées dans les forums. Proposez-moi des textes inédits, donnez des exemples personnels. Ça aussi, il faut essayer de se distancier d'une réponse plate là, à la ChatGPT, là, générale puis blablaté. Là. Moi, je veux quelque chose qui vous ressemble. Ça me dérange pas s'il y a plein de fautes. Je veux que ça vous ressemble. Je veux que ça soit original. Je veux que ça soit vous que je vois à l'écran. Là. C'est un cours. Là. C'est une discussion entre vous, moi et vos collègues. Il faut ressentir c'est qui la personne derrière. Puis quand vous donnez une réponse à la question posée, il faut qu'elle soit authentique, il faut qu'elle vienne de vous, même s'il y a des erreurs et maladresses, c'est normal. Là. Vous êtes en train d'apprendre, donc c'est normal. Pratiquez-vous, écrivez. Pratiquez-vous à écrire. C'est aussi ça. Puis si vous voulez gagner des points supplémentaires dans vos forums, essayez que ça soit le plus rigoureux possible, créer de nouveaux forums pertinents, faites des résumés de vos collègues. Puis à ce moment-là, le forum va devenir un lieu d'apprentissage personnel et collectif. C'est le but. OK, sautons peut-être dans les travaux d'équipe. Il y en a 2 dans ce cours. Vous l'avez vu, là. Donc, des travaux réalisés en groupe, en petits groupes. De 5 et 6 étudiants, étudiantes. Je le sais que c'est une difficulté importante, là, mais en même temps, ça reflète la réalité aujourd'hui. N'importe quel document, j'en rédige des documents à plusieurs mains. Au bureau, c'est rendu la normalité là, d'écrire à plusieurs, d'avoir des travaux qui sont rédigés, pensés, conçus et corrigés à plusieurs mains. Exercez-vous.
Je sais que c'est pas évident. Puis comme dans la vie, il y en a qui vont essayer de se laisser traîner par le reste, là, des wagons là, qui s'accrochent derrière le train, là, derrière la locomotive, ou au contraire, là, des leaders un peu despotes là, qui essayent de tout contrôler. Je pense qu'il y a moyen de s'exercer à tout là-dedans. Là. Participer humblement, substantiellement, diriger, leader votre équipe avec tact, diplomatie et professionnalisme. Ça fait partie des défis que vous avez dans ces travaux d'équipe. Vous l'avez vu aussi, le TP1, la date de remise pour le TP1, ça s'en vient vite. Trouvez-vous des collègues, des coéquipiers, vous avez encore quelques heures, peut-être quelques jours pour constituer une équipe qui vous ressemble à votre façon. Puis sinon, je vais constituer des équipes avec les étudiants qui n'auront pas trouvé d'équipe, ou j'ajouterai quelques membres à votre équipe si votre équipe reste incomplète. Donc, on ne s'inquiète pas. La formation des équipes, je vous laisse un peu de liberté, mais en même temps, je vais m'en mêler rapidement là, pour vous aider à entamer rapidement les travaux. Puis pour entamer rapidement les travaux, ça vous prend une équipe. Puis voilà, vous avez encore quelques jours. Puis vous aurez besoin de belles équipes pour réaliser les 2 TP. Je le disais, le TP1. Le TP1, c'est simple. En une semaine, vous aurez ensemble à rédiger un problème d'éthique appliquée. Donc, rédiger. Ça, c'est ce qui s'en vient pour vous. Je vais donner quelques instructions un peu plus tard dans ce podcast. Et le deuxième travail, c'est de résoudre le problème éthique. Et ça, j'y reviendrai en cours de session parce que pour l'instant, là, ce qui nous préoccupe le plus, c'est le TP1. Donc, rédiger un problème éthique. Ce que je vous demande pour votre TP1 en équipe, puis s'il y en a dans votre équipe là, qui ne semblent pas trop comprendre c'est quoi qu'ils doivent faire, là, vous les référerez au podcast. Là. Vous direz, écoutez l'épisode du podcast à partir de la 10-11e minute. Là, on va voir l'édition que je vais faire avec l'épisode. Là. Mais va voir à la minute 13, le professeur il explique le TP1. Le TP1, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez créer un problème éthique que vous pourriez rencontrer dans l'exercice de votre profession. Donc là, ce que je veux avoir, c'est un problème qui est réaliste, qui est concret, qui est plausible. Je veux pas un problème éthique là, puisé dans de la science-fiction. Je sais qu'on aime ça, mais là, c'est la réalité là, qui est ciblée. Donc, faites des recherches, posez des questions autour de vous. Si vous avez des personnes autour de vous qui exercent déjà la profession ou qui sont dans un milieu de travail, parce qu'une profession aussi, ça ressemble à un milieu de travail, posez-leur des questions. À quoi ça ressemble un vrai problème concret, réaliste? Un vrai problème éthique, c'est une situation où j'hésite entre 2 voies. Et les 2 voies sont bonnes. Si vous hésitez entre une mauvaise voie et une bonne voie, c'est pas un dilemme. C'est simple, prenez donc la bonne voie. Un vrai dilemme, c'est quand j'hésite, je suis pris. À gauche, c'est bien. À droite, c'est bien aussi. Et quoi faire? C'est ça que vous devez me créer, là, une situation qui ressemble à ça, mais qui reflète la réalité. Donc, votre problème, il doit être plausible. Plausible, ce que ça veut dire, c'est que ça risque de vous arriver dans votre vie. Hein? Donc, le cas de Karen Duhamel que je vous expliquais au module 1, il est intéressant, mais il est plutôt rare. Choisissez un problème qui est un peu moins rare, qui est peut-être un peu plus commun et fréquent. Deuxième critère, votre problème, il doit être réaliste. Donc, il doit refléter la réalité de votre profession. Donc là, c'est le moment de me donner des détails techniques, de vrais noms d'employeurs avec un vrai site Internet là, pour être sûr qu'on s'y sent. Là. Puis c'est vrai, avec un vrai contexte de travail réaliste. Mentionner des vraies compagnies, une vraie ville, des vrais outils techniques. Là. Il faut faire comme si vous y étiez vraiment. Hein? Ça aidera à donner du réalisme à votre problème. Donc, un problème qui est plausible, qui est réaliste,
Je vous invite aussi à ajouter comme troisième critère une dimension d'urgence, parce que lorsqu'on parle d'éthique appliquée, on n'a pas l'éternité là, pour résoudre le problème. Si on a 2000 ans pour résoudre les problèmes, on fait de la philosophie théorique, puis on aime ça. Mais de la philosophie pratique et de l'éthique de l'éthique appliquée, ben justement, c'est le problème, on n'a pas assez de temps, on manque de ressources et il faut malgré tout prendre une décision, trancher dans le dilemme. Donc ça, c'est un des autres critères. Un autre critère, c'est le critère d'originalité. Originalité, ce que je veux dire, c'est que ça doit vous ressembler. Ça doit pas ressembler à quelque chose de générique que vous avez trouvé sur Internet ou des problèmes plates là, qui sont toujours les mêmes, qui sont cités par... moi aussi, je les connais, les sites où on parle de problèmes éthiques. Ce que je veux, c'est que ça soit peut-être pas unique, mais que ça vous ressemble, que ça ressemble aux membres de l'équipe, que je vois quelque chose qui est pas toujours la même chose. Si ça ressemble à quelque chose que j'ai lu 1000 fois, ben voilà, vous allez perdre beaucoup de points pour le critère d'originalité. Puis sinon, ben faites attention aussi à ChatGPT, ce genre d'outil-là. Je sais que ce genre d'outil est performant, puis ça peut vous aider peut-être à rédiger du texte, à corriger vos fautes, puis ça peut peut-être vous donner des idées, mais en même temps, faut s'éloigner, faut que vous soyez capable de vous distinguer de ce genre de texte générique, plate, sans saveur et sans odeur. Puis ChatGPT, j'ai déjà donné mes instructions dans le cours concernant ma politique d'utilisation prudente de ChatGPT. Je vous invite à être toujours prudent quand vous utilisez ChatGPT, surtout dans une évaluation du cours. Allez déjà lire ce que je dis. Essentiellement, vous allez voir que je vous permets d'utiliser ces outils à condition d'être très précis sur votre utilisation et à être très transparent. C'est-à-dire que quand vous l'utilisez, vous le dites, puis vous dites comment vous avez utilisé l'outil. Est-ce que vous l'avez utilisé pour réviser vos fautes ou vous lui avez donné mon plan de cours en disant, ben, suis le plan de cours, fais-moi un beau TP1, puis là, je fais copier-coller. Ben, vous ne direz pas ça, hein? Donc, faites-le pas. Le but, c'est de vous exercer vous-même à créer un problème éthique. Je sais que ça peut sembler simple, mais je dirais que c'est une des tâches les plus difficiles que vous aurez à faire dans votre vie, reconnaître un problème éthique. C'est facile. À la limite, c'est presque plus facile de le résoudre. Mais l'identifier, le reconnaître, admettre que c'est un problème éthique, hein, plusieurs autour de vous là, vont vous tenter de vous dire, ben, c'est pas un problème, ça. Ça, il y a telle règle, on l'applique. Ça, c'est pas un problème. Si on fait ça, on a toujours fait ça comme ça. Non, un problème éthique, vous devez vous exercer à le reconnaître. Puis une des façons pour vous de développer cette capacité-là à le reconnaître, c'est en écrire un vous-même. Un problème réaliste, concret. Hein, si vous exercez à le créer, vous allez mieux savoir c'est quoi un vrai dilemme, problème éthique, puis à ce moment-là, vous serez plus habilité à le reconnaître dans l'exercice de votre profession. OK, mais dernier critère, peut-être, c'est le critère d'équilibre. Je vous en parlais un peu plus tôt. Un dilemme éthique, c'est un problème où j'hésite entre deux bonnes voies. À gauche, c'est bien. À droite, c'est bien. Si je prends telle décision, c'est bien. Si je prends la décision contraire, c'est bien aussi. Et le critère, quand je dis que le critère quand je dis que le TP1 doit être équilibré, c'est que je dois moi aussi ressentir à la lecture de votre TP1 que j'hésite entre ces deux voies. Si, lorsque je vous lis, je me dis, ben là, c'est facile, là. Ils vont prendre aisément la voie de gauche, ben votre problème manque d'équilibre. Puis à ce moment-là, je vais vous aider à rétablir l'équilibre, mais vous allez perdre des points pour ce critère-là. Donc, c'est une tâche difficile que je vous demande parce que vous allez voir que si vous réussissez à créer un vrai beau dilemme bien équilibré, vous allez accroître votre difficulté à le résoudre, qui là arrivera dans le TP2.
Mais c'est normal, ça fait partie du défi. Me créer un vrai beau problème éthique difficile à résoudre, c'est le TP1. Et ensuite, le résoudre dans le TP2, c'est ce qui vous attend. Donc, TP1, je me contente déjà de vous résumer votre TP1. Le TP1, ce que vous devez faire, vous devez concevoir un vrai problème éthique réaliste, plausible, concret. Puis je vous le dis, ça se peut que ça soit plus difficile parce que si vous n'avez pas assez d'expérience du terrain, vous allez me concevoir un problème éthique qui n'existe pas, qui n'est pas réaliste, qui n'est pas concret. Donc, consultez vos collègues, n'importe qui a plus d'expérience que vous, là. Je le vois dans le cours, il y en a plusieurs qui sont dans un processus d'accession à la profession, là. Consultez-les, eux autres. Ils ont souvent une grande expertise, expérience du terrain. Ce seront de précieux alliés. C'est ça que je veux voir, là, des vrais problèmes éthiques concrets, réalistes. Des problèmes que vous risquez fort de rencontrer dès que vous allez sortir des bancs d'école. Sinon, quelques mots sur le TP2. Le TP2, il vaut 25 points. Vous allez le voir, le TP2, il est beaucoup plus long, mais parce que vous n'êtes pas encore rendu au TP2, je vais pas en dire trop. Je vais peut-être publier un épisode qui viendra plus tard dans la session là, où je ferai comme ça. Là, je vous donnerai mes principales instructions concernant ce TP2. Sinon, en vous disant, encore une fois, que le TP2, ce sera de résoudre votre TP1. Je vais vous donner une belle grille d'analyse qui s'appelle la grille d'analyse d'un problème éthique de Georges A. Legault. Cette grille va vous aider à justement analyser votre TP1. Puis dans le TP2, je vais vous demander aussi de me formuler, de me rédiger un vrai rapport décisionnel pour m'expliquer ultimement c'est quoi la décision que vous avez prise. C'est quoi vos arguments. Ça s'en vient. Ce sera dans le TP2. Le TP1, concevoir un problème éthique. Le TP2, résoudre un problème éthique. Sinon, les autres évaluations du cours éthique et professionnalisme, ce sont des examens. Vous le savez, vous avez 2 examens dans ce cours. Un examen autour de la mi-session. C'est un examen qui va se donner à distance. Vous allez le faire d'où vous êtes. C'est un examen qui se fait à distance, d'où vous le souhaitez. C'est un examen qui va être divisé en 5 parties. Chaque partie, vous allez avoir 45 minutes pour compléter cette partie d'examen. C'est un peu stressant, là, 45 minutes, mais en même temps, je m'arrange pour que vous ayez assez de temps. Là. Habituellement, c'est une partie d'examen, vous pouvez la faire en peut-être 30 minutes. Donc, ça va se faire pendant une période de 6 à 7 jours. Puisque ce sera à distance, vous allez avoir accès à tout, même ChatGPT. Mais là, il va falloir le dire, puis il va falloir être précis sur votre utilisation si vous le faites. Mais en même temps, c'est un examen moi je le vois comme un examen de pratique à l'examen final. Donc, assurez-vous de bien faire les choses parce que à l'examen final, vous aurez rien d'autre que vous et votre crayon et votre cerveau. Mais pour l'examen de mi-session, je pense que c'est une pratique au sens où vous n'avez jamais fait un examen d'éthique dans un cours d'éthique. Faut vous donner un petit peu un aperçu. Là. Je pense que ça va réduire le stress avec l'examen final. Là, vous allez faire l'examen à distance. Vous allez même avoir le droit de le faire à 2. J'ai prévu là, une formule mariage. Vous pouvez faire l'examen avec une autre personne. Je veux pas que l'examen, ça se fasse à 22 à la cafétéria du Vachon. Là. Je veux que ça se fasse maximum en équipe de 2. Encore une fois, là, c'est pour réduire le stress de tout ça, vous montrer ce à quoi ça ressemble, un examen dans un cours d'éthique, puis en même temps, essayer de valider déjà quelques-uns de vos apprentissages. Puis attention, je parlais de ChatGPT, tout le contenu intellectuel doit être le vôtre. Même si vous faites l'examen à 2, même si vous faites l'examen avec ChatGPT, ça doit être vos propres idées. Vous pouvez vous faire accompagner,
mais la rédaction finale, là, quand vous écrivez, c'est vous. ChatGPT peut vous aider à la traduction peut-être, à la rédaction un peu, mais à la fin, là, c'est vous que je veux voir encore une fois dans cet examen demi-session. Puis, faites attention, là, parce que moi, une façon de détecter s'il y a une utilisation abusive, je dirais, de ChatGPT, ben, c'est regarder votre réponse à un examen demi-session, puis regarder votre réponse à un examen de fin de session, puis comparer les deux. Parce que l'examen de fin de session, vous n'allez pas avoir ChatGPT. Si vous l'avez utilisé, puis vous ne l'avez pas mentionné, ben, ça risque d'être évident là, à la fin lorsque je vais examiner votre examen de fin de session. De toute façon, concernant cet examen de mi-session, là aussi, là, je vais vous redonner mes instructions peut-être dans la semaine précédant l'examen de mi-session. Je le fais aussi dans l'enregistrement de cours. Vous allez avoir le temps et l'opportunité de voir tout ça. Sinon, quelques mots aussi sur l'examen final. L'examen final, vous allez le voir, là, c'est un examen qui va se faire de façon assez classique en classe. Il vaut 40%. Mais moi, ça me prend un lieu, un moment pour valider que l'étudiant qui est inscrit à mon cours, est capable de me démontrer dans un examen sur table qu'il a atteint minimalement les objectifs de ce cours. Hein? Donc, si vous n'avez pas 50% à votre examen de fin de session, ben, vous allez non seulement échouer cet examen, mais ce cours. Donc, je vous rassure, là, l'examen, il n'est pas fait pour faire échouer un étudiant, une étudiante qui a bien fait et tout étudié, là, mais plutôt un examen qui aurait tout mal fait, tout croche, puis qui essayerait de passer maladroitement à travers le cours sans avoir les apprentissages requis. Donc, l'examen final, ça se fera en classe. Ça va durer 2 heures en classe. Et le matériel permis, c'est rien. Rien, encore une fois, sauf vous, votre intelligence et un crayon, consultation interdite, pas de cellulaire, rien. D'où l'importance là, de vous pratiquer tout au long de la session, que ce soit dans les forums, dans les questionnaires, dans l'examen de mi-session. Pratiquez-vous, parce qu'à la fin, il faudra être bon. Voilà, ce sont vos évaluations pour le cours éthique et professionnalisme. Ajoutons peut-être, oui, les questionnaires, j'en ai parlé un peu. Les questionnaires, c'est des questionnaires qui se font individuellement, ça vaut 10 points. Vous allez le voir là, à la fin de chaque module, ou presque. Il y a des questionnaires. Encore une fois, c'est des questions qui peuvent ressembler là aussi à des questions d'examen, parce que ces questions posées dans les questionnaires, ça me permet de voir si vous avez atteint, et ça vous permet de voir si vous avez atteint les objectifs du module. Donc là aussi, pratiquez-vous. Dans les questionnaires, il y a souvent 2 tentatives. Le but, c'est pas de vous priver de points précieux, c'est de vous donner un outil pour vous exercer. Hein? Donc, vous étudiez une première fois, vous passez à travers le module, puis vous essayez une première fois de passer à travers le questionnaire, vous regardez votre score, puis après ça, vous replongez dans la matière, et après, vous bonifiez votre note avec une deuxième tentative. Sinon, oui, là, en effet, ce sera tout pour vos évaluations du cours. Des questionnaires qui valent 10 points, des forums de discussion pour 5 points, TP1, 5 points, TP2, 25 points, l'examen 1 qui se fait à distance pour 15 points et l'examen 2 en classe sous surveillance pour 40 points et on arrive à un total de 100 points. Et plus peut-être quelques petits points bonus là, à travers le système de trophées, badges et récompenses pour les étudiants qui seront les plus engagés de ce cours. Mais c'est pas des points gratuits, là. Bien au contraire. Il faudra travailler fort pour aller chercher ces petits points bonis. Sinon, c'est tout. On lâche pas. Bon week-end. On se revoit ici même dans ce podcast la semaine prochaine. Je vais essayer de publier mon épisode lundi, peut-être en après-midi. Je donne une conférence en matinée.
Sinon, excellente semaine. Allez, bye bye. OK, l'indice cette semaine, ce sera les 4 principes qui guident ma politique d'utilisation prudente de ChatGPT. Voici les 4 principes. Transparence, rigueur, autorat et imputabilité. Allez, bye bye.